Je suis évidemment très honoré de cette distinction que me remet l'université de Mons. Oui, je suis très sensible aux valeurs de l'université. Quand on m'a présenté ce docteur honoris causa, on m'a expliqué que l'université de Mons avait un engagement social dans la société qui me convient tout à fait. Donc j'ai été à la fois honoré et ravi de cette opportunité de venir à Mons et de recevoir ces insignes de docteur honoris causa. Donc j'ai été mathématicien avant d'être économiste et pour moi le passage des mathématiques à l'économie, j'ai envie de dire, c'était l'œuvre de toute une vie. Je n'ai pas à proprement parler suivi des études d'économie, ça a été plutôt un long déversement de mon temps des mathématiques vers l'économie, avec évidemment ensuite des cours de spécialisation dans tous les domaines nécessaires, en économétrie et autres. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué, parce que pour moi l'économie n'est jamais apparue comme une discipline toute faite, qu'il fallait accepter. C'était quelque chose que je devais conquérir en quelque sorte. Et dans mes propres enseignements, c'est ce que j'essaie de faire sentir à mes élèves, que l'économie n'est pas une discipline comme les mathématiques ou la biologie. C'est une discipline qui est ouverte, constamment ouverte. Aux mathématiques dans sa formalisation, à l'histoire dans son projet et évidemment au monde contemporain, à l'analyse du monde contemporain quant à son objet aujourd'hui. Et je crois qu'il faut essayer constamment de garder ça. Non pas la pluridisciplinarité pour la pluridisciplinarité, mais garder toujours un œil pluridisciplinaire sur les objets que les économistes étudient. Je crois que c'est très important, c'est ce mélange, c'est ce dosage qui est très difficile à faire dans le régime de nos facultés où on a tendance à rendre les choses très vite, très spécialisées. Alors, je crois que l'économie, elle a sa tradition, elle a ses auteurs, elle a ses penseurs. Il y a Adam Smith, il y a Ricardo, il y a Marx, il y a Marshall, il y a Keynes. Aujourd'hui, on a de grands penseurs du monde contemporain. On a de grands macroéconomistes comme Olivier Blanchard, des spécialistes des organisations industrielles comme Jean Tirole, je cite des Français, ou des spécialistes évidemment des inégalités comme Thomas Piketty. Donc nous avons nos auteurs, nous avons notre tradition. Je pense que c'est important pour l'enseignement de l'économie d'être fidèle à cette tradition, de comprendre comment on passe d'Adam Smith, on va dire, à la formalisation du monde contemporain. Et évidemment, ça passe par une case qui est l'enseignement de la pensée néoclassique, qui reste dominante, qui est très importante parce qu'elle a produit des penseurs très puissants comme Robert Solow, Samuelson, Paul Krugman, Joe Stiglitz sont, comme vous savez tous, des disciples de Paul Samuelson. Donc il y a une tradition à enseigner, ne serait-ce que pour comprendre de l'intérieur ce que cette discipline a produit. Donc ça, c'est un socle, c'est une colonne vertébrale. Moi, je dis à mes élèves, c'est comme apprendre le solfège. C'est peut-être pas ce que vous avez en tête quand vous venez suivre des études de musique, mais si vous ne le faites pas, alors vous serez des musiciens peut-être géniaux, mais privés de cette formation. Une fois qu'on a dit ça, il faut ensuite, je crois, immédiatement comprendre que les objets qu'on étudie imposent des méthodes et que ce n'est pas le contraire qu'il faut faire. Il ne faut pas aller des méthodes vers l'objet, il faut aller de l'objet vers les méthodes. Mon ami Thomas Piketty, dont on parlait à l'instant, il a étudié les inégalités, il a inventé de nouveaux instruments de mesure pour étudier ce phénomène qui est la montée des inégalités par le haut, c'est-à-dire il s'est rendu compte que les coefficients de Gini qu'on utilise traditionnellement pour mesurer les inégalités ne collaient pas du tout pour comprendre cet objet nouveau qui était la hausse des très hauts revenus. Bon, voilà un exemple parmi beaucoup d'autres. On pourrait dire la même chose de Jean Tirole, notre autre grand économiste qui a voulu penser la concurrence dans un monde comme celui d'aujourd'hui, très paradoxal. Est-ce que Google, géant planétaire, entrave la concurrence? Oui, non, ce sont des questions très compliquées, on ne va pas les régler là maintenant, mais c'est juste pour dire qu'il y a besoin d'autres instruments que ceux habituels de l'analyse pour comprendre ces questions. Et moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Je vais vous enseigner un certain nombre de choses qui sont tout simplement la restitution de ces connaissances qui depuis 2 siècles se sont multipliées. Mais à l'instant où vous choisirez un objet, il faut que d'une certaine manière vous oubliez tout et que cet objet vous guide vers les méthodes les plus efficaces. J'ai des élèves et des collègues qui étudient la pauvreté en Afrique et qui ont découvert que la pauvreté en Afrique, elle se jouait dans les familles. Pas entre les familles, dans les familles, entre l'aîné, le garçon, la fille, le cadet, l'enfant adopté.
et que c'était ça qu'il fallait creuser pour comprendre le phénomène de reproduction des inégalités en Afrique. Ça change tout. C'est-à-dire qu'elle a besoin, cette personne, Sylvie Lambert, jeune collègue, elle a besoin de discuter avec des anthropologues pour comprendre ce phénomène économique de l'inégalité et de sa reproduction. Donc voilà une idée de ce que l'économiste aujourd'hui, qui a les yeux ouverts sur le monde et qui choisit des sujets comme des formes de semi-esclavage au sein des familles africaines aujourd'hui, voilà l'effort qu'il doit être capable de faire. À l'autre bout du raisonnement, lorsque mes élèves étudient le taux de change, ces évolutions, c'est des modèles complètement différents qui doivent être mobilisés, c'est-à-dire des interactions entre les marchés financiers, les marchés des biens, la politique monétaire, des questions sur la crédibilité des banques centrales, et c'est encore autre chose qui est mobilisé. Donc il faut voir l'économie comme plein de tiroirs qu'on ouvre et on ne sait pas où ils vous entraînent. L'économie a mauvaise presse dans le monde pour une raison extrêmement simple, c'est que l'économie, aujourd'hui, ça fait mal. Ça n'est pas la promesse d'une amélioration de la condition des gens, comme ça a pu l'être il y a encore quelques décennies. Donc l'économie, ça s'entend comme une sanction. Sois économe, réduis tes coûts. Ma belle-fille, à qui ma femme expliquait qu'elle allait m'épouser et à qui elle disait « il est économiste », lui répondait « c'est bien, il va t'apprendre à faire des économies ». Voilà, donc c'est comme ça que ça s'entend encore aujourd'hui, et d'une certaine manière, à juste titre. Aujourd'hui, l'économie fonctionne davantage au cost cutting, à la réduction des coûts qu'à proprement parler, à l'ivresse de découvrir un monde nouveau. Donc l'économiste, c'est celui qui va compter, c'est celui qui va faire entendre la mauvaise nouvelle que 1 + 1 ne peut faire que 2. C'est celui qui désenchante le monde, hein, pour parler comme Max Weber. Donc oui, convaincre des étudiants de faire de l'économie, quand les étudiants ont toujours le rêve de réenchanter le monde, c'est assez compliqué. Mais je pense qu'à l'heure de la mondialisation, il faut leur faire comprendre que l'économie, c'est aussi un passeport pour comprendre le monde, pour comprendre ce que la mondialisation signifie et pourrait signifier dans un monde meilleur, pour le dire simplement comme ça. Donc je pense que oui, on peut les entraîner. J'ai beaucoup d'élèves qui sont les disciples d'une autre de mes élèves, Esther Duflo, qui a étudié les problèmes de développement sur le terrain en allant en Inde ou en Afrique, étudier la manière dont les écoles fonctionnent, les infirmeries de campagne fonctionnent, et qui a développé une nouvelle méthode quasi expérimentale pour mesurer l'efficacité des politiques économiques et qui enchante les élèves parce qu'elle les décentre de leur milieu universitaire et parisien, elle les entraîne dans le monde, d'autres manières de parler des choses. Mon domaine de prédilection universitaire, c'est la dette des pays souverains. J'ai toujours, presque depuis le départ, travaillé avec la Banque mondiale, avec le centre de développement de l'OCDE pour essayer de réfléchir aux problèmes de solvabilité des États. J'avais contribué avec la Banque mondiale à définir le programme qu'on a appelé HIPC en anglais, le programme de réduction des pays très endettés. Et donc moi, ça m'a toujours grisé, excité de penser que des modèles, pour le coup, en ce qui me concerne, très mathématisés, que j'avais pu développer pour analyser la solvabilité des États, pouvaient aider à l'opinion publique. Donc ça me plaît. Et puis oui, au cours de ces toutes dernières années, j'ai pu aider des États surendettés à lutter contre leurs créanciers, donc leur donner des instruments de connaissances qui leur permettaient de faire face à leur propre insolvabilité et à faire reculer la pression de leurs propres banquiers. Ça m'excite beaucoup, mais ça dépend vraiment du domaine de compétences. J'ai des amis qui sont théoriciens des jeux, ils travaillent avec des psychologues, donc pour comprendre la rationalité limitée des agents. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre sujet. Il faut aller vers les autres. L'économie, c'est bien, j'ai envie de dire, selon une formule célèbre, à condition d'en sortir. Il faut aller avec les autres, ça peut être avec des historiens, ça peut être avec y compris des hommes politiques. Quand vous êtes spécialiste de la fiscalité, vous avez en tête, je repense à Thomas Piketty, il a fait des modèles de simulation fiscale et son rêve est en réalité que les gouvernements l'utilisent pour mener des réformes de la fiscalité qu'il a d'ailleurs lui-même proposées. Donc on a des interlocuteurs qui dépendent de sa spécialité, c'est pas public-privé, ça peut être au sein du champ disciplinaire, ça peut être avec des psychologues, ça peut être avec des juristes. C'est vraiment ce souci d'ouverture qui aujourd'hui doit aider les économistes à comprendre leur place dans la société et dans le monde.